Après son départ de Syrie, Faisal est devenu roi du nouvel État irakien placé sous mandat britannique. Ses vêtements se sont occidentalisés. Son frère, l'émir Abdallah, règne sur la Transjordanie, avec pour capitale Amman, également sous mandat britannique. Maintenant, il s'agit de protéger le pétrole qui a jailli près de Kirkouk. L'Iraq Petroleum Company, société à capitaux anglais, hollandais, français et américains, l'achemine par pipeline vers la Méditerranée. Le golfe Persique, au cœur des réserves pétrolières, est surveillé par la flotte de l'Empire britannique. L'État du Grand Liban a été proclamé le 1er septembre 1920. Le général Sarraj, un libéral laïque mais peu diplomate, arrive à la résidence des Pins en 1925. Le nouveau haut-commissaire français doit répondre aux aspirations arabes syriennes. L'insurrection part du Djebel Druze. Elle gagne Damas. Les nationalistes réclament l'indépendance complète d'une grande Syrie arabe, l'élection libre d'une assemblée constituante et la création d'une armée nationale. L'armée française réprime le mouvement révolutionnaire et canonne Damas. Pendant ce temps, la République libanaise se dote d'une constitution. Mais il faut négocier avec les Syriens pour ramener le calme et faire droit à leurs aspirations nationales. Dans ce but, le général Sarraj est remplacé par l'habile sénateur Henri de Jouvenel. D'Alep à Damas, la République syrienne assume son héritage et construit sa modernité. Le traité franco-syrien est discuté au Quai d'Orsay et signé le 9 septembre 1936. C'est avec une joie profonde que je salue en cet instant la renaissance de l'État arabe de Syrie au passé légendaire et que je lui offre les vœux de prospérité et de grandeur qu'inspire à la France l'amitié la plus sincère. Devant Léon Blum, Pierre Viennot pour la France, Hachem Atassi pour la Syrie signent le traité. Le Parlement de Damas le ratifie rapidement, mais pas celui de Paris. Près du Jourdain, des légionnaires arabes peuvent s'exercer au maniement des armes. Cependant, le drame se noue en Palestine, où les autorités mandataires britanniques n'ont pas laissé un État se créer. Des immigrants juifs venus d'Europe étendent leur colonisation agricole avec des outils nouveaux pour la région. À l'idéal sioniste du retour à la terre d'Israël se mêle souvent l'influence des courants socialistes et démocratiques occidentaux. Dans leur joie de construire des villages et des villes pour leur collectivité, ils espèrent retrouver la paix quotidienne loin des antisémitismes européens. Leur œuvre ménage-t-elle les autres habitants de la Palestine ou bien les efface-t-elle ? Leur force est de détenir le savoir et les techniques de l'Occident. Ils en assurent la continuité en fondant l'Université hébraïque de Jérusalem. Lord Balfour a participé à son inauguration. L'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne et les persécutions nazies provoquent un nouvel afflux de juifs vers l'espérance de la terre promise. Pour la peupler et la cultiver, les nouveaux venus ont l'efficacité de leur organisation. Leur ardeur au travail justifie l'esprit égalitaire des kibbutzim. Mais les Arabes de Palestine s'insurgent contre cette colonisation qui les exclut. Le mufti Amin el-Husseini, d'une grande famille de Jérusalem, apporte le poids d'une civilisation à leur résistance. Les Palestiniens se rassemblent dans l'action solidaire de leurs groupes sociaux. En 1936, ce soulèvement acquiert une vigueur nationale. Des renforts britanniques sont envoyés pour le combattre. Déjà, un plan prévoit le partage de la Palestine en 2 États.
1936 encore, Le Caire enterre le roi Fouad. La même année, la dépouille de Saad Zaghloul, mort en 1927, est transférée en grande pompe dans le mausolée qui lui a été élevé. Le Wafd reste un parti gouvernemental actif. Tandis que le jeune roi Farouk séduit par le charme de sa jeunesse à l'étranger et chez lui. C'est le Premier ministre Nahas Pacha qui obtient de la Grande-Bretagne la conclusion d'un traité confirmant la souveraineté de l'Égypte, notamment dans le domaine militaire et judiciaire. Dans ce peuple religieux qui envoie à la Mecque le voile recouvrant la Kaaba, l'exigence rigoriste de la jeune confrérie des frères musulmans fait de nombreux adeptes parmi les insatisfaits. La Grande-Bretagne a pris soin de conserver des bases qui lui assurent le contrôle du canal de Suez, situé à l'axe de ses communications impériales. Les ambitions coloniales de l'Italie fasciste la troublent. La conquête de l'Éthiopie par l'armée italienne ne la prive pas seulement d'un allié. Elle menace le Soudan anglo-égyptien, la haute vallée du Nil et l'entrée de la mer Rouge. En Libye, Mussolini parade à Tripoli. Des indigènes offrent le folklore, mais ce sont les colons qui l'acclament. Ils visent aussi la Tunisie. Rideau de fumée pour le Duce. Salut fasciste encore, des chemises vertes égyptiennes devant les pyramides. Ces mouvements sont encouragés par la radio italienne de Bari qui émet en arabe. Ils inquiètent la Grande-Bretagne et la France. Même si leur défilé reste trop occidentalisé pour attirer les masses, la propagande allemande s'intéresse à eux. Au début de 1939, le docteur Goebbels passe en Égypte habillé en bourgeois. La protestation palestinienne n'est nullement apaisée. Pour la neutraliser, à la veille du conflit mondial qui s'annonce, la Grande-Bretagne publie un livre blanc promettant de réduire l'immigration juive et de créer un seul État en Palestine pour toutes les communautés. Les Juifs manifestent contre ce programme. En ce début de 1939, les députés français n'ont toujours pas ratifié les traités franco-syriens et franco-libanais, conclus en 1936. Beyrouth offre son charme à Gabriel Puot, nommé haut-commissaire. Sa mission est d'aménager les territoires sous mandat pour une période de guerre. Il doit garantir cette étape de l'Empire français et la route du pétrole. Les Syriens sont outragés car la France, sans leur accord, cède le Sandjak d'Alexandrette à la Turquie pour ménager celle-ci. Massigli signe à Ankara. Weygand, commandant en chef du théâtre d'opération en Méditerranée, songe aussi aux bases du Levant dans un éventuel affrontement avec l'URSS. En mai 1940, Weygand est précipitamment rappelé en France pour devenir généralissime et enrayer l'offensive allemande. Il n'y parvient pas, se résout à l'armistice et devient ministre de Pétain. La Syrie et le Liban passent sous le contrôle du régime de Vichy.
Or, ces pays peuvent servir les visées des Allemands. Lorsque ceux-ci occupent la Crète au printemps de 1941, ils menacent toute la Méditerranée orientale. Ils appuient les forces que Rommel a massées en Libye contre celles de la Grande-Bretagne qui tient l'Égypte. L'amiral Darlan, après sa visite à Hitler à Berchtesgaden en 1941, autorise au nom du gouvernement de Vichy les avions allemands à utiliser l'aéroport militaire français d'Alep en Syrie pour soutenir le mouvement anti-britannique déclenché en Irak. Les blindés de l'armée des Indes foncent contre les troupes de Bagdad qui attaquent la base britannique de Habaniya. La Légion arabe, commandée par l'anglais Gloub Pacha, arrive aussi en renfort de Transjordanie par le désert. Les Anglais réduisent l'armée irakienne, dont les jeunes officiers d'alors prendront bien plus tard leur revanche. Les communications impériales britanniques sont sauvées en Irak. Reste la Syrie et le Liban. À l'aube du 8 juin 1941, De Gaulle engage ses Français libres aux côtés des forces de l'Empire britannique. En face, l'armée française de Vichy, encore bien armée, sert sous le commandement du général Dentz, haut commissaire nommé par Pétain. Darlan lui donne l'ordre de tenir. Les combats fratricides sont tragiques. La propagande de Vichy les exploite. Face aux ambitions du gouvernement de Londres, De Gaulle entend maintenir le rôle de la France. En son nom, le général Catroux reconnaît solennellement l'indépendance de la Syrie et du Liban sur la base des traités de 1936. Les gouvernements de Damas et de Beyrouth sont maintenus en place. Beyrouth est bombardée. Il faut mettre fin à cette lutte inutile. De Gaulle veut réserver les responsabilités civiles et militaires de la France jusqu'à la fin de la guerre. Catroux mène sur ce point une négociation difficile avec les autorités anglaises. Par la convention de Saint-Jean d'Acre le 14 juillet 1941, les signataires britanniques laissent repartir vers Marseille les régiments obéissant à l'État français de Vichy, sous l'œil des Australiens. À cette date, les divisions de la Wehrmacht ont déjà envahi l'Union soviétique. Le moufti Amin el-Husseini, qui a fui Bagdad où il avait trouvé refuge depuis 1939, va saluer Hitler à Berlin en novembre 1941. Même parmi les personnalités arabes qui ont été contraintes à l'exil, fort peu commettront cette faute. Pourtant, Rommel arrête une contre-offensive anglaise en Cyrénaïque. Il regroupe ses forces et lance l'Afrika Korps vers Tobrouk et l'Égypte. La France libre résiste et se bat avec la Grande-Bretagne. Ses soldats enlèvent l'oasis libyen de Koufra. Alors que les Allemands progressent en Afrique et enfoncent les lignes soviétiques vers le Caucase, De Gaulle vole vers la Syrie et le Liban en août 1942. Il regarde Hama sur le Ronte. Accueilli par le général Catroux, il passe ses troupes en revue avant d'aller saluer le président de la République libanaise, Alfred Nakache. Jamais un chef français n'a été aussi follement acclamé par la population de Beyrouth et par les foules accourues le voir dans les villes de Syrie. Il y aura par la suite des difficultés avec le Liban et la Syrie, voulant assumer rapidement l'intégralité de leur indépendance. Mais la grandeur de l'histoire couvre les mesquineries du moment et la grandeur des moments dissipe les malentendus de l'histoire. Montgomery, nommé à la tête de la 8e armée britannique, stoppe l'Afrika Korps à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Alexandrie.
El Alamein, 23 octobre 1942. Le cours des opérations change. Rommel est battu. Sa retraite s'achèvera en Tunisie. La dictature nazie a fabriqué des guerriers arrogants. Vaincus, ils ne ressemblent plus qu'au peuple accablé par la guerre. Les Américains, soutenus par leur extraordinaire puissance industrielle, débarquent en Afrique du Nord puis en Italie. L'armée soviétique arrête les Allemands à Stalingrad, sur la Volga. Vers l'Iran, il a fallu prendre garde à la séduction qu'a exercée sur Reza Shah le modèle nationaliste, militaire et racial de l'Allemagne hitlérienne. L'armée des Indes intervient pour protéger les positions stratégiques et pétrolières de la Grande-Bretagne dans le Golfe Persique. C'est devant une population silencieuse qu'elle défile. Les diplomates et les conseillers allemands plient bagages. Reza Shah abdique en 1941. L'armée britannique doit compter avec un allié concurrent, l'armée rouge, qui arrive par le nord du pays et l'occupe. Deux armées impériales se rencontrent face à face. Les soviétiques pensent bientôt au Caucase, où des autorités locales s'installent sous la protection des troupes allemandes. Conquête, reconquête, aménagement de zones d'influence. On trinque en pays d'islam. Mohamed Reza Shah succède à son père sur le trône impérial. Il gagne son palais sous haute surveillance. L'armée britannique contrôle les raffineries et les réservoirs de l'Anglo-Iranian Oil Company. L'acheminement du pétrole est vital pour l'effort de guerre et l'économie de la Grande-Bretagne. À Téhéran, en novembre 1943, c'est presque en propriétaire que Staline accueille ses hôtes. En fait, les Occidentaux obtiennent que la conférence garantisse l'indépendance de l'Iran pour que les Soviétiques n'y restent pas. Staline gagne dans l'immédiat l'essentiel. Roosevelt, lui, promet l'ouverture d'un second front à partir des côtes françaises de la Manche, contre l'avis de Churchill, qui aurait voulu une attaque dans les Balkans, pour enrayer en même temps l'avance soviétique. À peine l'Allemagne nazie écrasée, la guerre froide s'annonce entre les démocraties occidentales et l'URSS dominant l'Europe de l'Est. Churchill le dit aux États-Unis. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Les conséquences de l'horreur nazie agiteront aussi l'Orient arabe. Les Juifs rescapés des camps d'extermination espèrent trouver enfin la paix en allant à Jérusalem. L'Europe, où le massacre a sévi, apaisera-t-elle ainsi sa mauvaise conscience? Au cours de la guerre, le mouvement sioniste a mené aux États-Unis une active propagande en faveur de l'immigration juive en Palestine. Pour faire pression, l'Irgun plastique l'hôtel King David, siège de l'administration britannique à Jérusalem. 91 morts sont retirés des décombres. Les autorités du mandat tentent de contenir ce terrorisme. Elles sont submergées par l'immigration clandestine.